réveil. Merci d'être avec nous ce matin sur i24 News. C'est le morning, il est 8h précise à Tel Aviv. Et voici les titres de cette édition. Jean-Marie Le Pen, suspendu du Front National. Le parti a tranché et provoque la colère de son fondateur. Furieux, trahi, traité de façon scandaleuse. Il n'a pas eu de mots assez forts pour qualifier cette décision et a demandé à sa fille de lui rendre son nom. Et puis ce drame politique, cette fois en Israël, après son éclatante victoire électorale, se revers pour Binyamin Netanyahou à 24 heures de la date butoir pour former un gouvernement. Et bien son ancien allié Avigdor Lieberman annonce qu'il rejoint les bancs de l'opposition. Le gouvernement Netanyahou numéro 4 sera donc restreint et ses jours pourraient être comptés. Et en Israël, toujours, le Premier ministre appelle à l'union nationale face au racisme après les violentes manifestations à Jérusalem et Tel Aviv qui ont agité cette semaine la communauté des Israéliens d'origine éthiopienne. François Hollande en Arabie Saoudite ce mardi. Il est le premier chef d'État occidental à participer à un sommet des États arabes du Golfe, une visite controversée. Et puis le suspense a finalement été rompu. Bienvenue à la princesse Charlotte. Le Royal Baby se prénomme Charlotte Elisabeth Diana. Triple hommage à la famille royale et tout le monde est satisfait. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Jean-Marie Le Pen, suspendu donc du Front National. Le parti a tranché et provoqué la colère de son fondateur. Je vous propose le résumé de cette saga en images. La décision est tombée à 20h30 lundi soir. Après plus de 3 heures de débat, la direction du Front National a décidé de suspendre l'adhésion de Jean-Marie Le Pen et de convoquer dans les 3 mois une assemblée générale extraordinaire. Une assemblée qui devra décider de la suppression de son statut de président d'honneur. La réaction de l'ancien patron frontiste ne s'est pas fait attendre. Je pense que c'est une félonie. Et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi je ne souhaite pas que la présidente du Front National s'appelle Le Pen. Marine Le Pen, présidente du Front National, pousse son père vers la sortie. En cause, ses propos le mois dernier dans le journal d'extrême droite Rivarol sur les chambres à gaz, mais également son attitude provocatrice lors du défilé du 1er mai. Désormais, les déclarations de Jean-Marie Le Pen n'engageront plus le FN. Plus jamais, la parole de Jean-Marie Le Pen pourrait engager le Rassemblement Bleu Marine ou le Front National. Cela veut dire qu'il va être enfermé dans une espèce de solitude sonore dans laquelle il pourra dire ce qu'il voudra, mais cela n'engagera que lui. Si l'Assemblée générale du FN décide de supprimer le titre de président d'honneur de Jean-Marie Le Pen, il deviendra simple adhérent. Une solution qui permet à Marine Le Pen de ne pas totalement exclure son père du parti. Jean-Marie Le Pen a annoncé qu'il userait de tous les recours possibles. Voilà, et Jean-Marie Le Pen, c'est plus de 40 ans de provocation, des dérapages souvent calculés. Cette sanction, en tout cas, Rudy, sonne le glas d'une époque. Il en avait fait un peu sa marque de fabrique de ces dérapages contrôlés, dosés, distillés, pour faire ce qu'on appelait, pas encore à l'époque, le buzz. Celui qui a confondé le parti en 1972, a finalement réussi à exister dans le paysage politique français des années 80 en utilisant ce registre de la provocation. Alors, il savait faire parler de lui en calculant avec agilité ces dérapages, et le plus paradoxal aujourd'hui, c'est que son désaveu est lui aussi lié à une énième provocation. Alors le Huffington Post a compilé ces dérapages, dont le désormais célèbre détail de l'histoire. Version originale en 1986, il avait été condamné à 183 000 euros d'amende, et puis la récidive en 2015, je vous propose de regarder, c'était lors de l'émission du matin de Jean-Jacques Bourdin. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit, correspondant à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de vous des chambres à gaz. Ces propos. Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité, et que ça ne devrait choquer personne.
Alors la suite des événements doit se dérouler dans les 3 mois qui viennent. L'Assemblée générale doit statuer sur le rôle de président d'honneur du Front National pour Jean-Marie Le Pen. En attendant, ces développements ont provoqué d'énormes réactions sur Internet. Oui, et ce qui est étrange, c'est que finalement, les analyses des uns et des autres sont assez nuancées. Par exemple, on va voir à la droite de l'UMP, Lionel Lucas note la cruauté de la situation en rappelant qu'il est mis à l'écart par, je cite, ceux et celles qui lui doivent ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qui, d'après lui, fait du FN un parti comme un autre. Christine Boutin, elle, dit avoir toujours combattu le FN, mais souligne aussi la dureté de la situation et y voit les manœuvres de Florian Philippot. Et à gauche, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a la même analyse et pense que Marine Le Pen dans la gestion de cette crise, a été finalement dépassée par cette jeune garde incarnée par Florian Philippot. Et quant à l'écologiste Esther Benbassa, elle pense que si le FN suspendait tous ceux qui ne pensent pas exactement comme Jean-Marie Le Pen, il devrait plus rester grand monde. Donc des réactions finalement assez nuancées, peut-être parce que à l'époque il était facile de contrer Jean-Marie Le Pen, assez caricatural dans sa manière d'agir, et que désormais avec la nouvelle équipe il sera bien plus difficile de contrer le FN. Merci Rudy. Et à propos de ces changements historiques au sein du FN, je vous propose d'écouter Gilbert Collard. Vous l'avez vu, député Rassemblement Bleu Marine du Gard et proche de Marine Le Pen. Il était donc au micro de Jean-Charles Banoun hier soir dans le Grand Direct. Le bureau politique a pris une décision importante. Il a décidé que, en aucun cas, plus jamais, la parole de Jean-Marie Le Pen pourrait engager le Rassemblement Bleu Marine ou le Front National. Cela veut dire qu'il va être enfermé dans une espèce de solitude sonore dans laquelle il pourra dire ce qu'il voudra, mais cela n'engagera que lui. Nous ne supportons pas les propos qu'il tient sur le maréchal Pétain, sur la Shoah, sur la race blanche. On condamne ces propos. Et franchement, on est blessé d'être chaque fois entraîné par ces propos dans le même mouvement. On ne veut plus. On ne veut pas. Écoutez, on est en présence d'un personnage qui exprime une énormité théâtrale, hein. Il faut le reconnaître. Dans ce monde où les politiciens sont un peu fades, mous, lui, il est tonitruant, hein. Donc on ne l'empêchera pas de parler. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'empêcher de parler en notre nom. Après, la question du changement de nom du parti sera forcément évoquée, comme la question d'un congrès dont Marine Le Pen a déjà parlé pour remettre les choses à leur place, hein. Mais tout cela va se faire avec le temps nécessaire et surtout, on y tient, nous. Et moi, j'y tiens aussi beaucoup. Le respect des formes juridiques. Parce que Jean-Marie Le Pen est un vieux matou du droit, hein. Et si on faisait la moindre entorse à la règle de droit, il saurait s'en servir. Allez, retour en Israël où la communauté éthiopienne poursuit son mouvement de protestation après la manifestation violente à Tel Aviv. Des centaines de personnes ont défilé hier à Jérusalem où le Premier ministre tenait une réunion d'urgence pour tenter de répondre à la colère de cette communauté. Binyamin Netanyahou s'est engagé à éradiquer le racisme. On propose d'écouter le Premier ministre israélien. Comment te sens-tu? Grâce à Dieu, merci beaucoup. J'ai appris que tu étais un excellent élève et j'ai aussi compris que tu te portais volontaire le week-end, n'est-ce pas? On me l'a dit, tu travailles beaucoup. Je suis très heureux de te voir ici et je tiens à te dire que j'ai été horrifié. Horrifié par ce qui s'est passé. Nous ne pouvons accepter une telle chose. La police s'en occupe. Il faut faire changer les choses. Mais je t'ai aussi écouté et tu as dit que tu refusais la violence. C'est important. Ça forge un leader et qui sait, peut-être que quelque chose de bien va sortir de toute cette histoire. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Voilà, on tente ce matin de comprendre qui est cette communauté éthiopienne d'Israël. On va en parler dans un instant avec vous, Johannes Azana. Mais pour l'heure, je vous propose de regarder ce reportage que Maxime Pérez a tourné dans un quartier de Tel Aviv où réside une partie importante de cette communauté. Regardez.
Une communauté éthiopienne groggy au lendemain des violentes émeutes qui ont secoué Tel Aviv. Yohannes et Iftar étaient de ceux qui étaient venus faire passer leur message, dénoncer le racisme institutionnel. Mais ils racontent avoir été confrontés à la brutalité policière. C'est la police qui a commencé, cette fois également. Quand je les ai vus tirer des gaz lacrymogènes, j'ai interpellé un officier pour lui dire que les policiers s'arrêtent, sinon la situation allait dégénérer. Mais c'est comme si je parlais à un mur. Il y a 3 ans, en 2012, Yohannes et Iftar avaient initié un premier mouvement de protestation. Aux responsables du gouvernement israélien qu'ils avaient rencontrés, ils parlaient de bombes à retardement. Mais personne ne les a écoutés. Tout est parti d'un dérapage policier, mais il n'est pas question que de ça ici. Toute la négligence des autorités, l'échec des politiques d'intégration de notre communauté, notre frustration, elle est due à un ensemble de choses. L'éducation, la religion, la violence policière. Et les boîtes de nuit? Oui, on nous empêche de rentrer dans des boîtes de nuit à cause de notre couleur. Ces 20 dernières années, les humiliations endurées par la communauté éthiopienne ont laissé des traces. Quand on jette les dons du sang éthiopien, quand on injecte à nos femmes toutes sortes de piqûres. Oui, pour les rendre stériles, pour réduire leur fertilité. Moi, personnellement, et je m'excuse si je blesse certaines personnes, mais ça me fait penser à Mengele. Après les incidents de ces derniers jours, beaucoup de voix dans la communauté éthiopienne demandent justice. Cette lutte, c'est celle de la nouvelle génération. Une génération qui est née, qui a grandi ici et qui a reçu la même éducation que tout le monde, sans parler du fait qu'on sert le pays dans l'armée. On est des jeunes et on ne sera pas comme nos parents. Eux se sont tus, eux étaient gentils. Tout ça a changé. Avant de partir, Yohannes et Iftar croisent justement la route d'un ancien. Yossi, arrivé au moment de l'opération Salomon dans les années 80, donne pleine légitimité aux jeunes de sa communauté. Il y en a marre, il y a trop de discrimination. Ça fait 30 ans que je suis ici et j'en ai vu des choses au travail, partout. Mais c'est notre pays, nous sommes chez nous et nous avons des droits comme n'importe quel citoyen de ce pays. D'autres rassemblements sont prévus dans les prochains jours et pourraient s'étendre dans tout le pays. Les Falachas sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Bonjour Yohannes Azanao, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez vu dans le reportage, vous êtes un activiste social, ancien attaché parlementaire. Vous dirigez une agence de mannequins spécialisée dans les mannequins éthiopiens. Alors ces manifestations qu'on a vues depuis plusieurs jours sont d'une violence inédite en Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette méthode de dire finalement que tous les moyens sont bons, même la violence, pour faire avancer votre cause ? Avant tout, merci de m'avoir invité. Ce mouvement de colère n'est pas planifié pour être violente. Il n'y a jamais eu de plan. C'est un pays démocratique où l'on a le droit de manifester et nous sommes un groupe qui avons été victimes de racisme, de discrimination, de violence policière. C'est notre droit de traiter ce problème. Cela fait 30 ans qu'il y a une politique que l'on doit réformer. Les gouvernements successifs ont tenté d'intégrer cette communauté, mais ils ont échoué. Et cette génération qui manifeste aujourd'hui, c'est une génération qui est née en Israël. Contrairement à nos parents qui se sont tus, qui ont présenté l'autre jour. Est-ce que vous avez des revendications concrètes? Est-ce que ce mouvement de protestation a une liste de revendications? Oui, absolument. Je dois avant tout dire que ce mouvement de colère provient avant tout de la douleur de chacun d'entre nous qui s'exprime aujourd'hui à travers ces manifestations. De mon point de vue, en 2012, j'avais rencontré le Premier ministre avec mes amis. Nous avions dit à l'époque qu'il y avait une bombe à retardement, qu'il fallait absolument traiter. Et aujourd'hui, personnellement, en tant que manifestant, j'exige que soit constituée une commission qui traite de l'intégration et des discriminations auxquelles nous faisons face, de la même manière que le contrôleur de l'État, par exemple, peut mettre en place une commission. Ce racisme, cette discrimination que vous dénoncez, elle s'exprime au jour le jour. Vous le ressentez dans votre vie quotidienne?
Oui, et pas seulement moi. Comme vous l'avez dit, je représente des mannequins d'origine éthiopienne et personne ne leur donne une véritable expression dans ce métier. Il y a aussi des violences policières à l'égard des jeunes Israéliens d'origine éthiopienne, les contrôles aux faciès à l'entrée des boîtes de nuit. Voilà, donc il y a une espèce de confusion autour de cette communauté. Merci beaucoup, Yohannes Azana, d'avoir été avec nous ce matin. J-1, il ne reste plus que 24 heures à Binyamin Netanyahou pour former son gouvernement. Un gouvernement vraisemblablement restreint. Son fidèle allié, Avigdor Lieberman, annonce hier qu'il rejoint les bancs de l'opposition. C'est un drame politique en Israël. L'entourage du Premier ministre accuse Lieberman d'avoir savamment orchestré cette manœuvre politique tout en ayant attendu le dernier moment pour l'opérer. Il considère que ces demandes ne sont pas entendues par le Premier ministre Netanyahou. Avigdor Lieberman refuse donc d'entrer dans le prochain gouvernement israélien. Il était pourtant en position de force, en apparence du moins. De multiples sources font état depuis plusieurs mois d'un Lieberman lassé par ce qu'il ressent comme du mépris de la part du Premier ministre. La fin de non-recevoir qu'il adresse à Benjamin Netanyahou était attendue par les commentateurs politiques, mais reste surprenante. C'est par des mots durs que l'actuel chef de la diplomatie israélienne explique ses motivations et le dilemme auquel il a fait face. Finalement, notre dilemme a été de choisir entre nos principes et des sièges au Parlement. Nous avons choisi nos principes. Ce qui est en train de se construire n'est pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement d'opportunistes et de conformistes. 61 mandats pour la plupart signés, obtenus par le Premier ministre. Une majorité d'un siège sur un Parlement qui en compte 120. Une majorité affaiblie par le refus d'Avigdor Lieberman d'y ajouter ses 6 sièges, mais une majorité tout de même suffisante pour gouverner. Le parti d'Avigdor Lieberman se relègue donc tout seul dans l'opposition, alors que lui étaient offerts les prestigieux portefeuilles de l'intégration et des affaires étrangères, du jamais vu pour un parti ayant fait un score si faible lors d'élections. Alors pourquoi Avigdor Lieberman refuse-t-il d'intégrer le gouvernement? Lui fait part de désaccords sur des questions de fond avec les partis ultra-orthodoxes, au sujet par exemple de leur refus d'effectuer le service militaire. Son entourage fait part de motivations différentes, mal aimé par les cadres du parti Likoud et affaibli dans son propre parti dont l'électorat diminue à vue d'œil. Il sait qu'il n'a pas d'avenir politique. Benjamin Netanyahou a encore 2 jours pour former sa coalition gouvernementale. Et même si l'avenir politique d'Avigdor Lieberman s'assombrit, le Premier ministre pourrait tout de même laisser à son ancien colistier une porte ouverte en lui gardant au chaud les 2 portefeuilles proposés. Il s'efforce de constituer avec les partis nationalistes et religieux une majorité de 67 députés, une configuration qui ne sera pas possible sans l'entrée dans l'arène d'Avigdor Lieberman. Dror, comment explique-t-on ce matin cette décision d'Avigdor Lieberman ? Écoutez, déjà pour un petit peu parler des toutes dernières nouvelles, un accord de coalition a été signé la nuit dernière avec le parti religieux Chasse, ce qui a fait monter les enchères du côté du parti de Naftali Bennett, qui s'estime lésé en quelque sorte. Voilà, et qui vient, le dernier parti, qui n'a pas encore signé d'accord. Et qui vient, d'après les dernières informations, de couper les liens avec les équipes de négociateurs du Likoud. Donc 2 jours avant le dernier délai pour que Binyamin Netanyahou puisse rassembler sa coalition gouvernementale, les choses commencent à se compliquer très nettement pour Binyamin Netanyahou. Alors Lieberman, les motivations, on peut les diviser en 3 catégories. La première, c'est ce qu'il a dit au cours de sa conférence de presse. On peut accorder un certain crédit à ce que Lieberman a dit, des différences idéologiques en quelque sorte, un gouvernement qui n'a accepté aucune des demandes d'Avigdor Lieberman dans le domaine des relations avec le monde ultra-orthodoxe, dans le domaine par exemple des lois sur l'identité de l'État. Toutes les revendications du parti d'Avigdor Lieberman ne feront pas partie de la ligne politique du prochain gouvernement. Ça, c'est une chose. Et puis il y a ce que Avigdor Lieberman n'a pas dit. Alors qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il n'a pas dit qu'il en avait assez de Binyamin Netanyahou en quelque sorte.
Et que, étant donné sa position de faiblesse, dont on vient de parler, de la position de faiblesse d'Avigdor Lieberman, eh bien, dans le prochain gouvernement, il aurait été effectivement ministre des Affaires étrangères, il aurait conservé son poste, mais les prérogatives du chef de la diplomatie Lieberman et les champs d'action du chef de la diplomatie Lieberman auraient été très nettement rognés par un Benyamin Netanyahou qui n'aurait pas fait dans la sensibilité vis-à-vis de son ancien colistier. Et ça... Bien évidemment, Avigdor Lieberman le savait et il n'en voulait pas. Et puis, il y a le fait que Lieberman a assez peu d'avenir politique, en tout cas dans cette coalition. Son électorat se réduit comme une peau de chagrin. C'est un électorat vieillissant. Il le sait. Netanyahou aussi le sait. 6 mandats seulement pour Avigdor Lieberman dans cette 20e Knesset. Alors, Benyamin Netanyahou se rapproche d'un scénario d'une coalition restreinte, 61 sièges sur 120. Est-ce que cette coalition a les jours comptés? Oui, et d'abord, il ne les a pas encore, les 61 sièges. On vient de le voir avec les muscles que montre Naftali Bennett, qui exige aujourd'hui que le portefeuille des Affaires étrangères, pourquoi pas, lui soit attribué. Il y a eu des précédents dans l'histoire politique du pays, de gouvernements très étroits qui ne reposaient que sur un siège de majorité. C'est tout à fait possible, mais c'est difficile. Et lorsque l'on sait quelle est l'ampleur des réformes dans le domaine économique que le futur ministre des Finances, Moshe Kahlon, veut appliquer, eh bien la tâche sera forcément très ardue. Ce sera un gouvernement qui sera à la merci des caprices de n'importe quelle faction, de n'importe quel député. On pourrait voir les travaillistes entrer dans un gouvernement d'union nationale? C'est pas impossible, mais dans ce scénario, Netanyahou devra se séparer justement de Naftali Bennett, du parti du foyer juif. On voit mal et avec quel prétexte, étant donné que c'est véritablement la base électorale du Likoud. Et ce qui a fait en partie le succès du Likoud aux dernières élections, c'est justement un électorat qui avait quitté Naftali Bennett. Merci beaucoup, Dror. Réponse dans les heures qui viennent, des heures tendues pour Benyamin Netanyahou. Tapis rouge pour François Hollande dans le Golfe Persique. Le président français est l'invité d'honneur ce mardi d'un sommet des États arabes du Golfe en Arabie Saoudite. C'est une première pour un chef d'État occidental. Hier, il était au Qatar pour assister à la signature du contrat des fameuses Rafales. Regardez. Bon choix, lance le président français au Qatar. Les deux pays viennent de signer un contrat de 24 avions de combat Rafale pour un montant de 6 milliards et 300 millions d'euros. Les sourires sont de circonstance. Aux côtés de l'émir du Qatar, François Hollande s'est félicité de cette vente au riche État gazier. C'est le 3e succès commercial que nous pouvons enregistrer avec les Rafales. Il y a d'abord eu le contrat égyptien, puis ensuite... il y a eu ce que nous avons obtenu du Premier ministre Modi, c'est-à-dire une commande immédiate de 36 Rafales, c'était le contrat indien. Et puis maintenant le contrat avec l'Émirat du Qatar. Au total, la France a récolté en ce début d'année plus de 15 milliards d'euros dans le seul secteur de l'armement, plus que les 8 milliards d'euros engrangés en 2014. Une hausse d'exportation des armes françaises bienvenue dans une économie malmenée par la crise. Et cette belle éclaircie économique devrait continuer. François Hollande s'est rendu ce lundi en Arabie Saoudite pour assister au sommet du Conseil de coopération du Golfe, une première pour un chef d'État occidental. Il faut dire que les Saoudiens apprécient la politique moyen-orientale de François Hollande qui s'est montré très ferme face à Damas ou à Téhéran. Il a clairement choisi son camp, celui des monarchies sunnites du Golfe, à la différence de Barack Obama qui suit une diplomatie plus brouillonne. Mais derrière cette visite diplomatique se cachent des projets de coopération bilatérale. À l'issue de ce séjour, une feuille de route politique, économique, stratégique et militaire devrait être signée entre les deux pays. Dans un contexte lourd d'enjeux, les sujets de discussion franco-saoudienne ne manqueront pas. L'État islamique et autres groupes terroristes, les ambitions de l'Iran qui normalise peu à peu ses relations avec l'Occident et les frappes aériennes menées par le Royaume contre la rébellion houtiste au Yémen. Bonjour Emmanuel Navon, professeur de relations internationales. Merci d'être avec nous. Cette proximité française avec les États du Golfe, c'est une prise de position idéologique ou elle est guidée par des intérêts commerciaux français ? Pas seulement commerciaux, tous les États, pas seulement la France, gèrent leurs relations internationales sur la base de leurs intérêts. Dans le cas de la France, ce sont des intérêts commerciaux évidents. Ça fait très longtemps que Dassault essaie de vendre des avions au-delà de la France, est en concurrence bien entendu avec les sociétés américaines. Donc il s'agit là d'un acquis important pour François Hollande quand on sait qu'à 2 ans des élections présidentielles et un chômage qui ne cesse d'augmenter, c'est un acquis économique important, mais également les intérêts géopolitiques. Et là, les intérêts géopolitiques, c'est le fait effectivement que les pays sunnites du Golfe, en particulier le Qatar et l'Arabie Saoudite, voient dans la France un pays qui s'est montré à la limite plus ferme que les États-Unis vis-à-vis de l'Iran et de Bachar Assad, et donc veut se rapprocher effectivement de la France. Ce rapprochement de la France avec les pays arabes sunnites, c'est une tradition politique de la Ve République ?
C'est pas une question de tradition politique. C'est vrai que la Ve République, depuis De Gaulle, avait toujours essayé de rétablir ses relations avec le monde arabe suite à la guerre d'Algérie. Mais il faut bien comprendre que dans le contexte d'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas la tradition, c'est simplement des intérêts très clairs, à savoir que les États-Unis aujourd'hui essaient à tout prix d'arriver à un accord avec l'Iran, que cela effraie les pays sunnites, et qu'il faut dire au crédit de François Hollande et de la France qu'il s'est montré plus ferme que les États-Unis sur le dossier iranien dans les négociations. Et également, je vous rappelle, il y a 2 ans, vis-à-vis de Bachar Assad, Hollande était prêt à y aller, et c'est Barack Obama qui l'a retenu. Est-ce qu'on peut affirmer que la politique étrangère de François Hollande est une politique courageuse ? Je pense que c'est une politique étrangère qui s'est montrée active, effectivement. On l'a vu en Afrique centrale vis-à-vis de l'islamisme radical. Il y a eu, je pense, dans la politique de la France sous Hollande au Proche-Orient et en Afrique, il y a une cohérence qui manquait peut-être dans le passé. Une fermeté, effectivement, qui a fait contraste avec les balbutiements de la diplomatie d'Obama. Une politique étrangère résolument de gauche ? Je ne pense pas qu'il y a ni gauche ni droite dans cette politique étrangère. Au contraire, je pense que beaucoup dans la gauche française accusent François Hollande de mener une politique néoconservative, puisque finalement, il a une politique qui ressemble plus aux néoconservateurs américains qu'à la ligne du Parti socialiste français. Alors, vous parlez des Américains, vous parlez de Barack Obama. Hollande lui brûle quelque peu la politesse. Barack Obama ne recevra que dans une dizaine de jours ses représentants, ses leaders arabes de la communauté sunnite. Il y a là une concurrence sur la scène internationale entre la France et les États-Unis ? On ne peut pas comparer la puissance des États-Unis et celle de la France. Mettons les choses dans leur perspective. Je sais que la France aime souvent se voir comme l'égale des États-Unis, mais ça n'est pas la réalité. Mais ce qui est clair, c'est que oui, il y a une faille qui s'est créée dans la politique américaine au Proche-Orient, qui aujourd'hui est remplie par la France. Remarquez bien, pas par la Grande-Bretagne, mais par la France. La Grande-Bretagne se trouve en retrait dans ses dépenses militaires et dans sa présence au Proche-Orient. Et cette faille, effectivement, est remplie par la France, de façon, il faut le dire, très habile par François Hollande. La France qui va jouer aussi un rôle au Liban, on l'a vu ces dernières semaines, avec ces livraisons d'armes qui vont se poursuivre tout au long des prochains mois. Alors la France, effectivement, cette relation historique qu'on connaît avec le Liban depuis la période du mandat. Mais encore une fois, le Liban, c'est, comme on le sait, une mosaïque très dangereuse de différentes communautés. Et là, le fait que la France s'oppose officiellement, en tout cas à Bachar Assad, risque de compliquer ses relations avec le Liban. Merci beaucoup Emmanuel Navon. À suivre dans le morning, le suspense a finalement été rompu. Bienvenue à la princesse Charlotte. Le Royal Baby se prénomme donc Charlotte Elisabeth Diana. Triple hommage à la famille royale, une manière aussi de satisfaire tout le monde finalement. On en reparle après un nouveau journal, un journal qui vous est présenté ce matin par Sarah Gaudron. Ce sera dans 2 petites minutes, ne bougez pas. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On peut désormais l'appeler la princesse Charlotte. C'est officiel, le Royal Baby se prénomme donc Charlotte Elisabeth Diana. 3 prénoms pour un petit bébé. Une annonce célébrée hier à Londres par 103 coups de canon et 3 heures de carillon dans la plus pure tradition de la monarchie. Regardez. Elle s'appelle Charlotte Elisabeth Diana. Après 72 heures de suspense haletant, le couple princier dévoile le prénom de la toute jeune princesse, officiellement Son Altesse Royale la princesse Charlotte de Cambridge. 2 lignes succinctes dans un communiqué pour annoncer la nouvelle que les Britanniques attendaient tant. Charlotte Elisabeth Diana, un triple hommage à la famille royale. Au prince Charles d'abord, son grand-père, à son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth II, et enfin à la princesse Diana, la mère de William, décédée en 1997 dans un accident de voiture. Ce lundi, en début d'après-midi, 103 coups de canon ont été tirés par le plus ancien régiment de l'armée britannique en l'honneur du nouveau-né. 62 depuis la Tour de Londres, 41 depuis Green Park et 3h10 continues de carillon de l'abbaye de Westminster. Après une journée passée dans le palais londonien de Kensington, Kate, William et leurs enfants ont rejoint leur propriété d'Anmer Hall dans leur domaine royal où ils ont choisi de vivre à l'abri des regards.
La jeune princesse inaugure une nouvelle règle de succession qui met fin à 300 ans de primogéniture exclusivement masculine. Elle arrive en 4e position dans l'ordre de succession au trône. Devant elle, Charles, William et George, son frère. Seuls les futurs enfants du jeune prince de 21 mois pourront ravir la place à son Altesse royale, la princesse de Cambridge. Allez Rudy, je suis contente, je vous l'avais dit hier, Charlotte avait ma préférence et je ne suis pas seule à être enthousiaste ce matin. Ah oui, et d'ailleurs c'est un signe des temps, c'est par un tweet que le compte officiel du palais de Kensington a annoncé donc hier en fin d'après-midi le nom du bébé royal number 2. Ce sera donc, vous l'avez dit, Charlotte Elizabeth Diana, dite princesse Charlotte de Cambridge, annonce un autre tweet lancé dans la foulée. Alors, donc c'est un triple hommage. Charlotte, évidemment, c'est la féminisation du prénom Charles, le grand-père de la princesse, mais c'est aussi le second prénom de Pippa Middleton, la sœur de Kate. Oui, c'est vrai, vous le savez. On a ménagé les deux familles, c'est vrai. Absolument. Il y a quelques hommages à l'autre famille aussi. Elisabeth renvoie à son arrière-grand-mère, évidemment, actuelle reine, et Diana, évidemment, à sa grand-mère disparue. Et Diana, c'était le prénom préféré, favori des Britanniques. Donc un hommage à 3 figures populaires du royaume. Comme vous le voyez, salué de manière quasi unanime sur Internet, sans compter toutes les Charlottes qui deviennent du coup très fières de porter le prénom d'une princesse. Quand Toalis, vous l'avez dit, et à Stéphane Bern aussi, je l'avais dit hier sur ce plateau, eh bien ils sont déçus. Charlotte était en effet un des prénoms favoris. Donc il faut savoir que près de 20 000 paris individuels ont été effectués sous le nom royal, sur le nom du Royal Baby, ce qui est bien plus que les paris par exemple sur les législatives qui vont avoir lieu en fin de semaine en Angleterre. Pour les big bookmakers, Charlotte était en tête? Oui, en fin de journée, c'était plus Charlotte qu'Alice, au final. D'autres réactions politiques également? Oui, il y a les élections législatives, et Ed Miliband, on en avait parlé sur ce plateau, le candidat travailliste aux législatives s'est empressé de soigner le relationnel avec la couronne d'Angleterre. On ne sait jamais, avec ce tweet félicitant du prénom, et rien du côté de David Cameron qui lui a la tête dans le guidon dans sa campagne. Et puis a signalé aussi ce tweet de félicitations de Charles Spencer. Charles Spencer, c'est le frère de Diana qui salue l'hommage à la princesse de Galles. C'est en tout cas donc un suspense qui aura duré 2 jours, et comme le dit la tweetos Salomé Renbois, c'est justement Barbara. Désormais on connaît le prénom, on peut reprendre une vie normale, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs... on avait retenu notre souffle depuis 2 jours. Surtout le vôtre. Voilà, on peut reprendre nos activités. Absolument. En tout cas, c'est reprendre une vie normale, c'est ce que va essayer de faire la famille royale. Ils vont partir se reposer au plus vite dans leur maison d'Anmer Hall, dans le domaine de Sandringham, du côté de la région du Norfolk. À noter que William a pris 1 mois de congé paternité. Oui, il peut. C'est joli, hein? Il peut. Voilà. Oui. C'est beaucoup pour un papa. Mais surtout que c'est pas dans l'air du repos en fait. On a oublié que les bébés, même les bébés royaux, ils pleurent, ils régurgitent. Et il le fait passer nuit, etc. On avait s'appelé Charlotte. C'est vrai. Allez, bienvenue à la princesse Charlotte. Merci Rudy. Et alors que les Britanniques n'en ont que pour leur nouvelle princesse, eh bien ils en oublieraient presque, on vient de le dire. Les élections générales dans 48 heures exactement, ouverture des bureaux de vote. Et cela va se jouer dans un mouchoir de poche entre l'actuel Premier ministre David Cameron et le chef de l'opposition, le travailliste Ed Miliband. Explication signée de Messitroel. Qui, de David Cameron ou d'Ed Miliband, sera le Premier ministre du Royaume-Uni? À J-2 des élections législatives, le résultat est encore très incertain. Les candidats des 2 principales formations politiques sont au coude à coude. Aucune enquête d'opinion n'est parvenue à dégager un gagnant. Selon les derniers sondages, le conservateur David Cameron et le travailliste Ed Miliband devraient chacun obtenir environ 34% des voix. À la fin d'une campagne électorale considérée monotone et ennuyeuse par les Anglais, David Cameron est apparu combatif face aux médias. Quand je reçois des gens à Downing Street, des personnes qui ont obtenu des prêts pour des start-up et qu'ils me disent ce qu'ils ont fait, quitter une carrière bien payée, prendre des risques, cela me rebooste parce que c'est ça qui est en train de changer notre pays. Le candidat travailliste a dénoncé les coupes budgétaires prévues par le Premier ministre sortant s'il est réélu. Aujourd'hui, nous révélons la vérité. David Cameron ne mettra jamais les familles de travailleurs en priorité dans notre pays. Au lieu de cela, il va mettre les budgets familiaux dans la ligne de mire. Si les conservateurs doivent revenir le 8 mai, les budgets familiaux seront touchés. Aujourd'hui, nous montrons ce que 5 autres années d'un gouvernement conservateur seraient. Un plan secret des conservateurs, un plan qui met la prospérité des familles de travailleurs en danger.
Les résultats sont imprévisibles, mais les principaux enjeux de campagne, eux, sont bien définis. L'avenir du service de santé publique est la préoccupation numéro 1 des électeurs. Autre thème de campagne prépondérant, l'économie et l'immigration. À l'issue du scrutin, le gagnant devra probablement former une coalition, puisque les résultats devraient être très serrés. Le pays se prépare donc à un Parlement sans majorité absolue à la Chambre des communes. C'est la seule certitude des experts à la veille du scrutin. Et bonjour à Stéphanie de Sigli, notre correspondante à Londres. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on l'a dit, le suspense reste absolu. À 2 jours de l'ouverture des bureaux de vote, comment vous expliquez un tel coude à coude ? Oui, effectivement, les élections britanniques de ce jeudi s'annoncent comme les plus incertaines depuis 1974. Les sondages indiquent que les deux principaux partis du pays, conservateurs et travaillistes, sont au coude à coude. Il semble en gros, chacun devrait avoir environ un tiers des voix. Et ce matin encore, un sondage les crédite chacun de 33% des intentions de vote. Donc les bookmakers ne se risquent pas sur le nom du prochain locataire du 10 Downing Street. Il faut dire que le traditionnel système du bipartisme est sérieusement mis à mal par l'arrivée sur la scène électorale d'une multitude de petits partis. Alors en 2010, l'arrivée des libéraux démocrates avait changé la donne. C'était la première fois qu'il y avait 3 joueurs. Cette fois-ci, en plus du UKIP, le parti populiste anti-européen, le SNP, le parti nationaliste écossais, pourrait venir jouer les troubles faits et les électeurs pourraient aussi se disperser vers le parti nationaliste gallois, les Verts ou encore le parti nord-irlandais. Et donc toute cette multitude de petits partis fait qu'aujourd'hui les deux principaux candidats ont du mal à créer un écart. Est-ce qu'on peut affirmer avec plus ou moins de certitude que le Parti national écossais deviendra bel et bien la 3e force du pays et pourra donc jouer les faiseurs de roi de cette élection ? Oui, c'est en effet le scénario le plus probable qui se dessine. Alors si le SNP a perdu le référendum sur l'indépendance de l'Écosse en septembre dernier, il pourrait prendre leur revanche car selon les derniers sondages, il pourrait ravir l'ensemble des 59 sièges de la région au Parlement de Westminster, balayant ainsi le traditionnel bastion travailliste. Il deviendrait alors le 3e parti au Parlement, devant les libéraux démocrates, aujourd'hui membres de la coalition. Alors Nicola Sturgeon, la chef du SNP, promet de barrer la route à David Cameron et multiplie les appels à Ed Miliband pour former une coalition, mais ce dernier refuse toute alliance avec le SNP. La situation est donc très complexe et faute de vainqueur clair, de longues négociations vont être lancées dès vendredi et pourrait alors commencer une longue période d'incertitude pour l'exécutif britannique. Alors pour finir, Stéphanie, on tente de comprendre ce matin qui des deux principaux candidats pourrait tirer son épingle du jeu. On a reproché à Cameron et Miliband d'avoir mené une campagne trop terne, trop millimétrée, et on voit depuis quelques jours David Cameron assez déchaîné. Il a fait tomber la veste, il s'en est plutôt pas mal sorti lors du dernier débat télévisé. Est-ce qu'il va réussir à inverser la vapeur pour les 48 heures qui lui restent ? Oui, effectivement, depuis une semaine, David Cameron a changé de ton. Il avait déclaré, rappelez-vous, en tout début de campagne à ceux qui critiquaient son manque d'inspiration: si vous voulez de l'excitation, vous n'avez qu'à aller en Grèce. Écoutez, depuis, comme vous l'avez dit, il a fait tomber la veste. C'est en bras de chemise qu'il va défendre son programme dans les usines. Et sa nouvelle offensive, semble payer. Les derniers sondages lui donnent une légère avance sur le candidat travailliste. Mais selon certains observateurs, cela ne pourrait ne pas suffire, car malgré son très bon bilan économique, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas, la croissance n'a jamais été aussi haute, mais malgré cela, le UKIP pourrait attirer les conservateurs les plus à droite, et surtout, les Tories, les conservateurs, sont perçus ici par l'opinion comme dévoués aux riches et sans pitié pour les pauvres. Alors en clair, si l'économie britannique est repartie, le fossé entre les riches et les pauvres s'est creusé, et c'est cette situation que les électeurs pourraient faire payer au Premier ministre sortant. Merci Stéphanie, réponse donc dans 2 jours. Allez, retour en France. Big Brother pour certains, bouclier anti-djihadiste pour d'autres. La loi sur le renseignement devrait être adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une loi qui continue de faire polémique. Alors où commence notre sécurité? Où s'arrête notre liberté et notre droit à la vie privée? Élément de réponse en images. Les députés devraient voter à une large majorité le projet de loi sur le renseignement. Il devrait rendre légales certaines pratiques qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Il vise principalement à prévenir le terrorisme.
La disposition la plus contestée concerne les boîtes noires. En effet, les services de renseignement pourraient installer chez les fournisseurs Internet des boîtes noires pour surveiller le trafic Internet. Le projet de loi devrait pouvoir contraindre les fournisseurs d'accès à Internet à détecter une menace terroriste sur la base d'un traitement automatisé. L'objectif, détecter en temps réel les personnes ayant un usage Internet typique de celui des terroristes. Le contenu des communications devrait néanmoins rester anonyme. Les informations traquées par les services de renseignement portent sur l'origine du destinataire d'un message, l'adresse IP d'un site visité ou encore la durée de la conversation ou de la connexion. Autre disposition décriée, la loi autorise également la pose de micros dans une pièce ou bien de mouchards sur un objet comme une voiture ou encore à l'intérieur d'un ordinateur. Enfin, toutes ces techniques devraient aussi pouvoir être appliquées dans les prisons selon des conditions qui seront fixées par un futur décret. Ce projet de loi, en préparation depuis 2 ans, est vivement critiqué par les citoyens qui considèrent ce texte comme une restriction des libertés publiques. Alors, les députés vont donc probablement adopter à une large majorité ce projet de loi. Aujourd'hui, pourtant, les détracteurs continuent de s'exprimer. Très concrètement, on lui reproche quoi à cette loi? Eh bien, par exemple, le risque d'une surveillance de masse, les formulations qui sont utilisées pour justifier la surveillance des services de renseignement, comme par exemple la prévention du terrorisme ou encore la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions. Eh bien, ce genre de formulations, elles auraient le défaut d'être trop larges, trop vagues, pourraient permettre de surveiller des activistes ou des manifestants. Alors on plaide côté détracteurs pour des formulations qui seraient plus ciblées. Autre critique, c'est sur ces boîtes noires, expression créée justement par les détracteurs, par les opposants. En fait, c'est un programme informatique, ces boîtes noires qui pourraient donc être utilisées chez les fournisseurs d'accès Internet pour espionner le comportement dit suspect de certains internautes. C'est d'ailleurs le point le plus sensible de ce projet de loi. Et bien même si le projet de loi avance que le contenu des communications surveillées resterait anonyme, eh bien cet anonymat est somme toute relatif. C'est ce que souligne la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, tout simplement puisque cet anonymat eh bien, il peut être levé. Voilà, mais il n'y a pas que la CNIL qui critique. Non, alors il y a toute une kyrielle d'associations comme vous avez la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, vous avez le syndicat de la magistrature, Reporters sans frontières, Charlie Hebdo. Une pétition citoyenne a recueilli plus de 220 000 signatures. Plus de 800 acteurs du numérique, fournisseurs d'accès Internet, des hébergeurs, des médias même, ont signé l'appel « Ni pigeon, ni espion ». Dans un site où d'entrée figure cette citation de George Orwell, extrait de 1984. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Eh bien, ces acteurs du numérique dénoncent non seulement l'inefficacité de la loi, mais aussi la menace qu'elle représente carrément pour la croissance. Avec une surveillance généralisée d'Internet, nos clients internationaux perdront confiance dans nos entreprises numériques. Et puis alors, il y a les internautes, et je finirai là-dessus, les internautes qui réagissent aussi au hashtag qui avait été créé, c'était à la mi-avril par le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, ni Big ni Brother, il tentait ainsi de se défendre. Alors vous avez des tweets et autres inspirations. Vous avez par exemple François Hollande, voilà, façon œil de Moscou. Vous avez aussi François Hollande toujours façon Mao Tse-tung, voilà. Et puis ce message aussi sorti de l'écran d'ordinateur, je cite Bernard Cazeneuve, vous a ajouté de force à ses amis avec le chat pour Barbara qui dit ça craint. Voilà le petit chat. La loi donc cet après-midi devant l'Assemblée. Merci Betsabe. Et avant de se quitter, à noter cette information, c'est jeudi que la justice indonésienne se prononcera sur le cas du Français Serge Atlaoui, ultime recours administratif contre la condamnation à mort de ce Français jugé coupable, vous le savez, de trafic de drogue et qui attend dans les couloirs de la mort indonésien depuis 2007. Voilà, à suivre après un nouveau journal, cette tragédie sanitaire. Les faux médicaments issus du trafic de contrebande ont tué plus de 100 000 enfants en Afrique en 2013. Les ONG viennent d'établir les faits et tirent la sonnette d'alarme. On en reparle donc après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Sarah Gaudron. Un nouveau point complet sur l'actualité dans 2 petites minutes.
Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Il est 9h12 à Tel Aviv et on poursuit de balayer l'actualité de ce mardi. Au Népal, le gouvernement souhaite désormais le départ des équipes de secours étrangères pour permettre une meilleure coordination des moyens népalais. Le bilan définitif, lui, devrait se situer autour des 10 000 morts. C'est ce qu'estiment les autorités locales. Notre envoyé spécial, Maël Benoliel, tout juste revenu du pays, nous remémore ces scènes de drame qui ont parfois côtoyer des scènes de miracles. Reportage. Le Népal entre la vie et la mort, du chaos à l'espoir. Pemba Lema, un adolescent de 15 ans, est devenu l'un des symboles de la catastrophe qui a frappé le pays de plein fouet. Après avoir été retiré des décombres par une des nombreuses équipes de secours venues des 4 coins du monde, il a été emmené à l'hôpital de campagne mis en place par Israël, dans la périphérie de la capitale, Katmandou. Les médecins ont été surpris de le trouver presque indemne. Il a effectivement passé plus de 120 heures dans les ruines de l'auberge dans laquelle il travaillait au moment où la terre a tremblé. Les miracles sont rares. Difficile d'imaginer qu'il y a encore quelques jours se trouvait à cet endroit un immeuble résidentiel de 16 étages. Peut-être y a-t-il une chance, mais elles sont infimes. On continue de chercher. Ici, aucun miracle n'aura lieu. Pourtant, les équipes de secours népalaises, soutenues par celles arrivées d'Inde, travaillent sans relâche. 2 cadavres sont sortis des ruines devant la famille consternée qui doit identifier les corps. De retour à l'hôpital de campagne de Tsahal, la scène est tout autre. Un bébé en parfaite santé vient de voir le jour. La maman était déjà à un stade avancé. Elle n'a eu besoin que d'un tout petit peu d'aide de notre part. Et voilà le résultat, un beau gros bébé. Le père est ravi, la mère se porte bien. Épuisée, elle donne pour la première fois le sein à son enfant. Une touche d'espoir au milieu du chaos. À Katmandou, les scènes de destruction sont omniprésentes dans toute la ville. Mais la vie, après quelques jours, revient doucement à la normale. Ce qui est loin d'être le cas des villages éloignés de la capitale. Dans ces régions montagneuses, beaucoup de ces localités ont été anéanties. Là-bas, des milliers de personnes sont encore portées disparues. Les blessés, eux, sont livrés à eux-mêmes. Seul le temps pourra révéler l'étendue réelle des dégâts. Ces médecins, des bénévoles français et israéliens de l'association Sauveteurs sans frontières, ont réussi à se rendre dans ces endroits laissés pour compte. Pour y parvenir, plus de 10 heures de route, en jeep et en hélicoptère. Grâce à eux, plus de 400 blessés ont pu être pris en charge. Pendant ce temps-là, à Katmandou, certains habitants ont déjà commencé à quitter les parcs publics pris d'assaut après le séisme. La vie doit reprendre son cours. Par peur de possibles répliques, beaucoup ont préféré se réfugier ici, accompagnés par ceux dont les maisons ont été détruites. Ma maison est détruite. Je partirai d'ici quand j'aurai une nouvelle maison. On va vous donner une nouvelle maison ? Non, monsieur. Ces derniers se voient d'ailleurs dans l'obligation de rester ici, dans des tentes de fortune. À quelques pas de là, dans le quartier de Durbar, les temples hindous n'auront pas résisté au plus grand séisme que le Népal ait connu ces 80 dernières années. Mais au milieu des ruines, un temple est pourtant intact, celui de Kumari, une jeune fille vénérée comme une déesse vivante selon la tradition locale. Un de ses serviteurs nous confie que cette dernière est saine et sauve. Une semaine jour pour jour après la catastrophe, les équipes de secours ainsi que les bénévoles étrangers comme les journalistes commencent à quitter le pays. C'est à l'aéroport de Tribhuvan que nous retrouvons l'équipe de Sauveteurs sans frontières. De notre point de vue, notre mission est accomplie. On peut dire que c'est un succès, mais elle n'est pas terminée. Il reste beaucoup de travail ici, reconstruire et venir en aide aux gens. Des années seront probablement nécessaires à ce pays, l'un des plus pauvres d'Asie, pour se relever d'une telle catastrophe. Mais le chaos engendré est pourtant rempli d'espoir, car annonciateur d'une renaissance. Voilà, cette
tragédie sanitaire à présent. Les faux médicaments issus du trafic de contrebande ont tué plus de 100 000 enfants en Afrique en 2013, à peine un an. Des ONG viennent d'établir les faits et tirent la sonnette d'alarme. Betsabé. Oui, c'est l'alerte lancée par des experts qui se sont réunis à Dakar, au Sénégal, donc la semaine dernière. Et dans leur viseur notamment, eh bien, un faux antipaludéen, un médicament donc contre le paludisme, et puis un autre qui n'est que de très faible efficacité. Alors à eux deux, ces soi-disant médicaments sont incriminés dans la mort de plus de 120 000 enfants africains en 2013. Et pour cause, ces faux médicaments représentent le tiers des médicaments contre le paludisme, 40% même au Cameroun et au Ghana, plus de 60% au Nigeria, c'est-à-dire qu'au Nigeria, plus de 60% de médicaments contre le paludisme sont des faux médicaments ou des médicaments qui ne marchent pas. Alors comment se fait-il que de tels pourcentages soient possibles? Eh bien, l'Afrique est une proie facile. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas assez de personnel, pas assez de laboratoires de contrôle, la réglementation est incomplète, les sanctions, elles sont quasiment dérisoires, pas de coopération entre les différentes polices, douanes, la cherté des produits, bien sûr, des médicaments, et puis le manque de pharmacies, notamment en zone rurale. Au bout du compte, les faux médicaments sont vendus, je cite, comme des tomates ou des oignons sur les marchés. C'est ce que déplore une responsable de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces faux médicaments? Alors oui, effectivement, principalement 70% fabriqués en Chine et en Inde. Dans ces pays-là, eh bien, les installations varient du petit artisanat aux grandes usines pharmaceutiques où eh bien, les équipements peuvent être détournés par un personnel pas très scrupuleux. Ensuite, les faux médicaments transitent par des compagnies d'import-export. Elles sont soit locales, soit dirigées par des Africains expatriés qui vont alors tenter, autant que faire se peut, de brouiller les pistes, d'empêcher toute traçabilité. Ainsi, un médicament peut être soumis à 20 voire 30 transactions intermédiaires avant d'atteindre sa destination finale. Mais attention, des efforts qui en vaillent la peine. Et oui, car investir dans les faux médicaments, Barbara, c'est 10 à 25 fois plus rentable que le trafic d'héroïne, de cocaïne ou de cigarettes, avec bien sûr ce double crime qu'on souligne lors de la vente aux populations africaines. D'une part, on offre aux patients un faux espoir de pouvoir se soigner, et puis aussi, on met leur vie en danger à ces enfants. Ces médicaments sont au mieux sans effet, au pire toxiques, voire mortels. Merci Betsabé. On en parle avec vous, Pernette Bourdillon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes analyste sur le projet de surveillance des produits médicaux à l'OMS. Acheter aujourd'hui un médicament en Afrique, c'est donc prendre un risque pour sa santé? Bonjour. Alors en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, le moyen le plus sûr d'acheter des médicaments, c'est de passer par un praticien de santé qui est qualifié et reconnu. Donc selon le contexte, ça peut être un pharmacien, une clinique ou un hôpital, etc. Et le risque d'obtenir un médicament falsifié ou de mauvaise qualité est accru, encore une fois, en Afrique comme ailleurs, si on décide de s'approvisionner sur le réseau illicite, par exemple sur les marchés de rue, les marchés à ciel ouvert, ou toute autre source d'approvisionnement non régulée, comme certains sites Internet. Est-ce que ces médicaments vendus dans ces réseaux illicites sont moins chers pour le consommateur lambda que ces médicaments dans les encadrements classiques? Alors pas forcément. On s'est rendu compte que c'est toujours une question de loi d'offre et de la demande. Et on s'est rendu compte que certains médicaments qui devaient être distribués de manière gratuite ou quasi gratuite étaient ensuite revendus, quand bien même les consommateurs savaient que le produit devait être disponible à un prix inférieur. Parfois, les produits sont évidemment disponibles à un tarif, on va dire, d'appel, beaucoup plus intéressant pour les consommateurs, et parfois ça va être beaucoup plus cher. L'OMS propose des solutions, il existe des mesures pour faire face à ce fléau? Alors oui, bien sûr. Alors l'OMS propose évidemment des solutions, mais il y a aussi des solutions qui sont proposées par les autorités nationales dans chaque pays. La première chose, c'est que tout le monde reconnaît ce fléau, mais il n'y a pas d'estimation précise, globale ou régionale, sur l'étendue, la portée et les dommages causés. Beaucoup de personnes parlent de différents types de statistiques, mais ce sont des chiffres qui sont très difficiles à étayer. Et évidemment, avant d'agir de manière ciblée et efficace, il est nécessaire de savoir ce qu'il en est pour mieux combattre ce trafic de manière efficace dans chaque pays. Et donc en 2012, pour répondre à ce besoin de connaissances en données, l'OMS a établi
qu'on appelle le dispositif des États membres et on a développé un système d'alerte rapide. Et nous souhaitons améliorer significativement la quantité et la qualité des données sur ce pratique. Et grâce à ce système et la base de données assez conséquente qui le forme, nous avons établi un système de soutien technique et opérationnel pour les États membres qui se retrouvent parfois dans des situations de crise ou à haut risque face à des incidents de faux médicaments. Et nous émettons des alertes internationales sur divers produits falsifiés. Et nous faisons en permanence un travail d'analyse pour mieux comprendre le phénomène. Voilà, et pour continuer à surveiller ces médicaments. Merci beaucoup, Pernette Bourdillon, d'avoir été avec nous. Allez, retour en Israël, où à Tel Aviv vient de se clôturer le Salon international de l'agriculture. Pour sa 3e édition, eh bien, il a plus que jamais mis l'accent sur les innovations de pointe développées par le marché israélien. En effet, Israël est une terre aride et pauvre en ressources. Il a donc fallu combler par la créativité. Comme tous les 3 ans, Agritech s'est déroulé à Tel Aviv. 2015 marque la 19e édition de ce salon international de l'agriculture. 3 jours, du 28 au 30 avril, pendant lesquels les professionnels du secteur ont pu se rencontrer, échanger et s'informer sur les techniques les plus novatrices. Cet événement est une réelle opportunité car il est international. Nous voulons rencontrer des professionnels d'autres pays et effectivement nous rencontrons des personnes qui viennent d'Inde, d'Amérique du Sud, d'Europe. Donc nous entamons de nouvelles relations que nous souhaitons élargir. Et si Tel Aviv a été choisi pour accueillir l'événement, ce n'est pas par hasard. La ville est en effet connue pour son secteur high-tech très développé et ses nombreuses start-up, et notamment dans le domaine agricole. Si Israël ne détient que peu de ressources naturelles, le pays a su faire preuve d'innovation pour compenser ce manque. Quand on regarde Israël depuis l'extérieur, 2 choses viennent à l'esprit. La première, c'est que la pluie y est vraiment faible, alors que lorsqu'on se rend dans le pays, on constate qu'il y a beaucoup d'espaces verts et que la production agricole y est probablement unique. Et ça attire l'attention. Une curiosité qui attire de nombreux étrangers. Ils veulent eux aussi percer le secret de l'agriculture israélienne. Généralement, un tiers des visiteurs d'Agritech sont étrangers. Un caractère international que l'on retrouve également du côté des exposants. La plupart des questions que les Nigérians se posent, ça concerne la valeur qu'ils peuvent ajouter aux produits, aux légumes qu'ils ont déjà. Nous produisons en masse, mais une grande partie se retrouve à la poubelle car il n'y a plus de bonnes mesures de conservation. Et cette année encore, les collaborations et partenariats entamés lors de cette conférence ont été nombreux. De quoi patienter jusqu'à la prochaine édition qui se déroulera du 14 au 16 avril 2016 en Zambie. Direction la Jordanie à présent avec cette petite révolution. Cyril, pour la première fois, le nom d'Israël va figurer sur les manuels scolaires du pays. Il figure déjà, Barbara, et vous qui avez bonne mémoire, vous vous souvenez sans doute de ce scandale des manuels scolaires qui avait été édité au Royaume-Uni pour le compte des monarchies du Golfe et où Israël avait tout simplement été effacé des cartes des manuels scolaires. Et bien cette fois-ci, c'est l'inverse qui s'est produit, fait rarissime. C'est la Palestine qui va être rayée des manuels scolaires et ça se passe en Jordanie. Le roi Abdallah qui a donné ordre au ministre de l'Éducation de remplacer le nom Palestine par Israël sur les cartes illustrant donc les manuels scolaires. Ça donne un peu précis. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Non, voilà, c'est les manuels scolaires. Alors, on voit en fait en pointillé la ligne verte. On ne le voit pas ici, mais je vais essayer de vous le visualiser. La ligne verte avec une carte, voilà, la Cisjordanie d'un côté, la bande de Gaza de l'autre et à l'intérieur, entre les deux, le nom d'Israël qui figure. C'est une révolution. Pourquoi ? Eh bien parce que une révolution, une décision courageuse, parce que dans quasiment aucun atlas dans le monde arabe, on ne figure le nom d'Israël. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, vous savez Barbara que la Jordanie est peuplée à 70% de citoyens d'origine palestinienne. C'est donc une décision très courageuse prise par le roi Abdallah. Qu'est-ce qu'il lui a pris au roi Abdallah? Il se veut précurseur dans le monde arabe? Alors pour comprendre cette décision, il faut bien entendu essayer de comprendre quelles sont les menaces qui pèsent sur le royaume hachémite. Premièrement, on l'a vu, une forte minorité palestinienne qui est un facteur d'instabilité politique finalement, puisque les hachémites sont une minorité à l'intérieur de leur propre pays. C'est une minorité qui gouverne une majorité, comme c'est souvent le cas dans les régimes arabes qui sont en train de s'effondrer du reste. Première menace. Deuxième, État islamique qui est aux portes de la Jordanie, en Irak, mais aussi à la frontière syrienne. Voilà, donc nationalisme palestinien d'un côté,
côté, islamisme radical de l'autre. Il n'en fallait pas tant à Abdallah pour tenter pour vouloir éradiquer toute velléité, tout éthos de combat à l'intérieur de son pays, pour calmer le jeu et pour tenter d'asseoir sa stabilité politique à l'intérieur du royaume. Rappelons quand même qu'Abdallah est une personnalité, une figure très pro-occidentale. Il a étudié en Occident. Son père avait déjà normalisé les relations avec Israël il y a 21 ans aujourd'hui, donc c'était en 94. Très attaché à la tradition d'une part, mais très ouvert vers l'Occident d'autre part. Il y a eu des réactions dans le monde arabe? Alors évidemment, on l'a vu, il y a 21 ans que Israël et la Jordanie ont normalisé leurs relations, mais dès lors qu'il s'agit d'humaniser un petit peu cet accord de paix, de le rendre un peu plus chaleureux, la rue jordanienne s'exprime, elle est en colère. On se rappelle notamment de l'accord gazier qui va faire d'Israël dans les prochaines années, dans les 15 prochaines années, le principal fournisseur en gaz de la Jordanie. On se rappelle des événements au Mont du Temple qui avaient provoqué la colère de la rue jordanienne. Réaction donc est tollée avec les médias arabes d'abord qui ont couvert l'événement, Al Jazeera, et un député arabe qui s'exprime sur la question. Un député jordanien. المناهج في التربية أن هناك ضغوط دولية من الممولين وأن حتى الآن إحنا في مجلس النواب الآن في عندنا قوانين اقتصادية أنا بعتقد أنهم تدخلوا وجاءوا حتى إلى البرلمان يعني IMF جاء إلى البرلمان ليتدخل في قانون الشراكة وقانون ضريبة الدخل وبالتالي أعتقد أن هذا خرق سياسي وخرق استراتيجي. Voilà, l'éducation pour essayer de lutter contre l'islam radical, l'extrémisme dans toutes ses formes. Voilà donc le nouveau pari du roi Abdallah. Merci beaucoup Cyril. À suivre, un document choc. L'émission Stade 2 sur France 2 a mené une expérience peu banale, doper des athlètes sains pendant 29 jours. Et dans le plus grand secret, 8 champions ont accepté de s'injecter des produits dopants. On fait le point après un nouveau journal qui vous est présenté par Sarah Gaudron. On est de retour sur le plateau du Morning. On vient à présent sur un événement tragique en Israël, un attentat suicide. C'était en 2003 dans un bar de blues à Tel Aviv, le Mike's Place. Plus de 50 personnes ont été blessées, 3 sont mortes et parmi elles Dominique Haas, une jeune Française de 29 ans qui travaillait là pour changer de vie. 12 ans après les faits, un roman graphique sort cette semaine en France sur ce drame, le récit de Daniel Campos avec Sandy Fortis pour le Culture Mag. Mike's Place, un bar où l'on se retrouve pour discuter, draguer, boire une pinte au son d'un orchestre live. Un bar comme on en trouve dans chaque petite ville des États-Unis ou d'Angleterre. Tout est familier, mais tout est différent. Nous sommes en Israël, la seconde intifada flambe, les attentats ont déjà fait des centaines de morts. Tel Aviv, avril 2003. Pour la jeunesse du pays, sortir entre amis, profiter de la chaleur d'une nuit de printemps est un défi à la terreur. C'est dans ce contexte que de jeunes cinéastes entament le tournage d'un documentaire sur ce pub, un emblème de la ville qui ne dort jamais. Un lieu et un récit pour montrer que la guerre sans fin, le terrorisme ne sont pas tout, ne dévorent pas tout. Musique, romance, israéliens et jeunes touristes du monde entier qui se mélangent pour passer du bon temps, les 2 premières semaines de tournage témoignent parfaitement de cette vie qui continue, ignorée par les médias. Mais en une seconde, la vision explose. Deux terroristes britanniques entrés en Israël par la bande de Gaza se font exploser au beau milieu du pub, en plein cœur de Tel Aviv. Un attentat suicide qui va ravager la vie de nombreuses personnes et bouleverser celle des réalisateurs et des personnages de leur documentaire. Ran Baron, 24 ans de Tel Aviv, Dominique Caroline Haas, 29 ans de France, et Yana Weiss, 46 ans de Holon, ont perdu la vie ce 30 avril 2003. Jack Baxter, le producteur du film, fait partie des blessés. Joshua Fodem poursuivra le tournage de son film pendant les 6 mois suivants. Le documentaire sortira en 2005 sous le nom de Blues by the Beach, un film fait par un homme qui y cherche une thérapie personnelle. Mon psy m'a conseillé d'écrire ce qui s'est passé. Je dis toujours que le film est un traumatisme et ce livre, 10 ans plus tard, est une réflexion artistique. Aujourd'hui, c'est sous une nouvelle approche et dans une nouvelle forme que le drame est traité, un roman graphique. Le film a été réalisé alors que le traumatisme était encore frais, un peu comme du cinéma vérité.
Le livre a été écrit en collaboration avec un éditeur, c'est plus artistique. Il raconte l'histoire de l'attentat à travers une histoire d'amour. Ça n'a rien à voir avec le film. Le film était très chaotique. Mike's Place, chronique d'un attentat, a été illustré par le célèbre dessinateur installé à New York, Khorem Shadmi. Pour mieux s'imprégner de l'histoire et des personnages, il s'est beaucoup aidé du documentaire. C'est comme si on apprenait à la connaître. Cette jeune fille, une sorte d'aventurière qui a quitté la France parce qu'elle voulait une vie différente, comme beaucoup de jeunes de 20 ans. 10 ans après la tragédie, le roman graphique sort dans plusieurs pays et donc dans plusieurs langues, français, anglais, tchèque et allemand, afin que l'histoire du Mike's Place ne s'efface jamais. Et on poursuit par ce document choc. Si vous ne l'avez pas vu, l'émission Stade 2 a mené une expérience peu banale, doper des athlètes sains pendant 29 jours. Et dans le plus grand secret, 8 champions ont accepté de s'injecter des produits dopants. Rudy, vous nous rapportez les images. Oui, c'est un reportage choc qui a fait grand bruit. Il a été diffusé dimanche par les équipes de Stade 2 sur France 2. Alors ils ont suivi l'expérience menée par Pierre Salé, c'est le directeur du programme Athlete for Transparency, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage. Alors au programme EPO, autotransfusion, mais le tout en très très faible dose, ce qu'on appelle des microdoses, un dopage et une expérience très encadrée. On regarde le début de l'expérience. Ce protocole se déroule sur 29 jours consécutifs. Première phase de cette recherche biomédicale, une échographie cardiaque puis des tests d'effort. Il faut mesurer les performances sportives naturelles de ces athlètes. Nous, notre rôle, c'est de faire évidemment ce dopage en toute sécurité, c'est-à-dire de suivre de très très près le patient. Voilà, des injections donc qui vont durer 29 jours. Il y en aura 12. Il se passe quoi au bout de ce mois de dopage? Alors déjà dans la vie quotidienne, parce que ce sont des athlètes qui travaillent, il y en a un des cobayes qui dit qu'il est plus agressif, qui se réveille automatiquement à 5 h du matin sans aucun mal. Concrètement, 29 jours plus tard, ils ont fait des tests, des tests au début et donc des tests à la fin, des tests d'effort, des tests de vélo. Eh bien la progression moyenne est de 6,1% sur le test d'effort et dans le contre-la-montre, c'est-à-dire de pédaler, on est à 2,3%, 5% pour l'un des cobayes d'amélioration, cela en seulement un mois. Mais le plus criant comme exemple, c'est sur le 3000 mètres, un des athlètes gagne 31 secondes, c'est considérable, c'est comme si le 41e mondial passait automatiquement à la première place mondiale, devenait premier mondial. Alors l'expérience a duré qu'un mois et on parle que de microdoses, il y a eu seulement 12 injections. Eh bien écoutez ce que les athlètes sentent à l'arrivée de ce fameux 3000 mètres. Bilan, en très peu de temps, avec seulement 12 injections microdosées, les résultats sont stupéfiants. Je suis parti vite et j'ai pas eu le coup de moins bien, donc j'ai continué mon rythme. Du coup, je retrouve les sensations de l'autre fois, mais du coup avec effectivement une vitesse bien plus élevée, ça c'est sûr. C'est même, on change de planète. À mon niveau, gagner 26 secondes sur un 3000 en 3 semaines, c'est pas humain, quoi. Donc là, il y a un vrai problème. Inquiétant de voir un niveau de progression en travaillant aussi peu, donc un raccourci forcément tellement facile, quoi. Voilà, c'est impressionnant. Au bout du compte, cette enquête révélera quoi? Elle confirme ce qu'on sait déjà. Elle confirme dans la deuxième partie du reportage qu'en fait, il n'est pas forcément compliqué de passer entre les gouttes du contrôle antidopage, parce que le plus étonnant dans tout ça, c'est comme on parle de microdose, et bien qu'il soit dopé, clairement, et bien s'il passe un contrôle antidopage, ce contrôle sera négatif, car les doses n'impactent pas ce qu'on appelle leur passeport biologique, et le passeport biologique, c'est l'outil de référence en matière de lutte antidopage. Donc c'est une conclusion choc pour un reportage qui a énormément fait réagir, notamment les sportifs sur les réseaux sociaux. On va voir deux cyclistes, Pierre Rolland, un coureur cycliste français, qui parle d'un reportage déroutant qui prouve justement l'inutilité de ce passeport biologique, et puis un autre coureur cycliste, Arnaud Demar, rappelle lui que la lutte antidopage doit être mondiale pour être efficace, et ça c'est aussi loin d'être le cas. Voilà, et le débat continue. Il y a toujours ceux qui s'affichent finalement pour légaliser un certain dopage. Oui, c'est un débat qui est vif depuis plusieurs années dans le monde du sport. Certains jugent finalement que la lutte antidopage coûte très cher et puis surtout qu'elle est complètement inefficace. En clair, les médecins et les apprentis sorciers auront toujours une longueur d'avance sur la lutte et sur les contrôles. Il faudrait donc mieux encadrer plutôt qu'interdire. Alors après, la question, elle est quasi philosophique. Est-ce que dans un monde du sport où les enjeux financiers sont colossaux, est-ce que le dopage est encore évitable ?
Voilà, la question reste de mise. Merci Rudy. On va parler cinéma dans un instant avec vous, Laetitia. Mais pour l'heure, un mot de télévision. Israël, c'est le nouvel Eldorado des séries télé. Depuis quelques années, les fictions israéliennes sont vendues dans le monde entier. Elles sont ensuite adaptées sur les plus grandes chaînes de télévision. Homeland, In Treatment ou encore Hostages, toutes sont nées sur le marché israélien très restreint, ce qui n'empêche pas les scénaristes israéliens d'aller frapper aux portes d'Hollywood. Regardez. Israël n'est pas que la Startup Nation. Son industrie du divertissement se porte à merveille. Malgré les limites du marché local, les fictions Made in Israël s'exportent partout. La production israélienne se concentre sur des formats de séries télévisées facilement adaptables à l'étranger, plutôt que de produire des fictions coûteuses. Israël parie donc sur les idées et les concepts qui peuvent impressionner les diffuseurs du monde entier. Selon le magazine américain Forbes, Israël est devenu la 3e plus grande source du contenu de la télévision américaine après la Grande-Bretagne et la Hollande. 3 entreprises dominent dans ce domaine, Keshet Media Group, Dori Media et Armoza Format. Ces groupes ont vendu à eux seuls plus de 100 concepts en dehors d'Israël, y compris en France, au Brésil et même dans les pays musulmans comme l'Indonésie. Le succès le plus ancien, c'est la série Betty Pool, créée par Haggai Levy. Elle raconte la psychothérapie de patients tout au long d'une semaine. Un concept ambitieux, adapté aux États-Unis sur la chaîne HBO sous le titre d'In Treatment. La version US a même remporté de nombreux prix, dont un Emmy Award en 2008 et un Golden Globe en 2009. Plus récemment, la série Khatoufim, Prisonniers de guerre, qui raconte le retour de soldats israéliens capturés pendant des années par des terroristes palestiniens, a été remaniée par la télévision américaine. C'est la chaîne Showtime qui a racheté le format au créateur israélien Gideon Raff. Une adaptation qui est devenue la série au succès mondial Homeland. Avec de nombreux prix aux États-Unis, chaque épisode réunit en moyenne 1 600 000 téléspectateurs. Une réussite qui fait la fierté du showrunner américain qui a adapté la série. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va me couper la parole, mais c'est la nuit la plus importante de ma carrière. Aujourd'hui, c'est la fiction Faouda qui déchaîne les passions en Israël. Un programme qui décrit l'unité de l'armée israélienne chargée d'infiltrer les territoires palestiniens. Créée par d'anciens soldats de cette brigade, la série dévoile une réalité que le grand public ne connaît parfois pas. Nous avons apporté les histoires nous-mêmes. J'étais dans les forces spéciales de Tsahal quand j'étais plus jeune. J'ai participé à ce genre de situation quand j'étais à l'armée. Avi vit dans les territoires. Lui aussi a apporté son expérience à notre série. C'est cette combinaison qui l'a rendu si crédible parce que nous avons mélangé nos vies. Les formats israéliens, si israéliens soient-ils, trouvent en tout cas un excellent accueil à l'étranger. Voilà, c'est un reportage signé Lise Barenbaum pour Midi Ensemble. Rudy. Oui, ce genre de... Enfin, Israël réussit bien à exporter ce format, comme la Hollande l'a fait au début des années 2000 avec Endemol. Pourquoi ? Parce que ce sont des petits pays avec des petits marchés, donc il faut avoir de bonnes petites idées, pas difficiles à mettre en place, et c'est pour ça qu'il y a un tel succès, c'est que ça doit partir de bonnes idées pour être économiquement viable. Voilà, on est obligé d'être créatif pour survivre. Allez, on parle cinéma à présent, c'est le grand retour, Laetitia, de Juliette Binoche, une Juliette Binoche engagée. Et effectivement, elle est à l'affiche d'un film cette semaine, Juliette Binoche, qui s'appelle L'épreuve. C'est du réalisateur norvégien Erik Pope, et l'actrice qui est réputée pour être très exigeante dans le choix de ses rôles, s'est dit profondément touchée par l'histoire de ce film. Ça parle de quoi ? Ça parle de cette femme, Rebecca, qui est déchirée entre son travail et sa famille à la suite d'une blessure subite en Afghanistan lors d'un photoreportage qu'elle conduisait, et de retour dans l'Irlande dans laquelle elle vit, elle va devoir faire un choix entre sa vocation, son travail, et les siens qui ne supportent plus l'angoisse causée par les risques de son métier. On regarde tout de suite en image. Why did you start taking pictures of war? Anger. Are you still angry? Oh yes. You won't grow. You get on a plane. Go to some godforsaken place. You come home. We're happy. But all the time you're just waiting for that next shot. I hope it was worth it. The picture.
These kids, they live in constant fear that their mother's gonna die. Voilà encore un rôle poignant pour Juliette Binoche. Elle s'est exprimée dans le journal de 20h de France 2 là-dessus, où elle affirme que la rébellion permet de remettre en question ce qui nous est dit et montré. C'est une actrice rebelle, vous le disiez tout à l'heure, une actrice engagée. Et il faut savoir se remettre en question soi-même. C'est pour l'actrice une manière d'exister. Elle ajoute que ce refus, c'est aussi ce qui nous détermine en tant que Français. Et selon elle, l'engagement est important pour tout être humain. C'est comme un choix de vie. Juliette Binoche, qu'on le rappelle, est elle-même parraine de 5 enfants au Cambodge. L'actualité de la star est toujours très chargée. On parle d'un grand retour, évidemment, on l'a vu dans un film d'Olivier Assayas dans Sils Maria l'année dernière lors du Festival de Cannes. Elle joue en ce moment même Antigone, tout en anglais, au Théâtre de la Ville. Et puis très bientôt, elle va camper à l'écran un nouveau personnage féminin fort, celui de Pearl Buck, dans un biopic sur l'écrivain qui était prix Pulitzer en 1931, mais aussi prix Nobel de littérature en 1938. Et un film qui sera tourné en Chine, puisque c'est là où a vécu la plupart de son existence cet écrivain. Et l'histoire devrait se dérouler juste à la suite de l'incident de Nanking qui a débouché sur les 10 ans de guerre civile entre communistes et nationalistes chinois. Voilà pour l'actu de Juliette Binoche. On termine par un événement qui vient de se clôturer il y a quelques heures. Oui. C'était à New York. C'est l'événement social le plus attendu de l'année. L'événement vestimentaire. Voilà, on se bouscule sur le tapis rouge. Oui, j'ai pas l'habitude de faire de la mode, mais effectivement, quand on voit un tel événement, il y a beaucoup d'actrices, il y a beaucoup de personnalités de tous les milieux du divertissement. C'est un événement organisé par Anna Wintour, le diable qui s'habille en Prada, la rédactrice en chef très connue du Vogue américain. Donc elle a décidé cette année d'interdire les selfies sur le tapis rouge. Elle a aussi imposé un thème, le thème chinois, d'où le port de mon kimono. Très joli kimono. Entier. Et puis comme je sais que vous adorez voir ces jolies robes sur les tapis rouges, j'ai fait un petit best-of de ce qu'on a vu de mieux, à commencer par ce qui fait le plus de buzz cette année, c'est ce chapeau qui s'appelle pas un chapeau en fait, ça s'appelle ça s'appelle une robe de tête. Une robe de tête, c'est vrai. Sarah Jessica Parker. Une robe de tête qui a été portée par Sarah Jessica Parker. La classe de Lady Gaga était portée jusqu'au bout des sourcils et ça mettait l'accent, si j'ose dire, sur cette tenue plutôt maléfique. La nudité de Beyoncé était aussi palpable. Tout en transparence. Tout en transparence. Mais Rihanna a récupéré la palme d'or de la meilleure robe. On la voit pas. Bon, on n'aura pas le temps de la voir. Merci beaucoup Laetitia. Merci à vous d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée. On se retrouve demain. Portez-vous bien.